Bon, du coup, on va commencer. Faire un peu d'avance. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'écologie et comment on parle d'écologie avec ses élèves et de la petite section jusqu'au CM2 et puis même au cycle 4, au lycée. Il n'y a pas de niveau particulier. Ça marche pas toujours. Je voulais juste me présenter rapidement. Donc moi, je suis enseignante en CE2, CM1. Je suis aussi directrice de mon école et je suis dans une toute petite école rurale dans le sud de la France. J'ai que 2 classes et je suis dans un village, il y a 400 élèves. Donc voilà. C'est bien de resituer parce que je sais qu'on a souvent des classes, des environnements différents. Et donc ce qui marche moi dans ma classe va pas forcément marcher chez les autres. J'ai les grands. Ça fait 4 ans moi, que j'ai ce niveau et que je suis dans mon école, donc il y a des choses qui roulent aussi. On a été labellisé Éco-École et E3D l'année dernière. Donc je reviendrai parce que la question m'a été posée sur c'est quoi ces labels et comment on les obtient. Et puis je vous ai mis aussi de quoi me retrouver sur les réseaux. Et alors, moi, j'ai conçu cet atelier pour que ce soit un peu participatif, parce que le but, voilà, c'était aussi de vous faire participer, de savoir où vous en étiez, vous. Et je voulais savoir, déjà, pour commencer, si vous connaissiez la différence entre l'écologie et le développement durable. Alors, moi, j'ai utilisé la définition pure et dure. L'écologie, en fait, c'est l'étude des êtres vivants et de leur environnement et de l'interaction qu'ils ont les uns avec les autres. Si je prends l'exemple d'une fourmi, par exemple, je vais étudier la fourmi, comment elle est, comment elle vit, mais aussi comment elle va interagir avec son environnement, les autres espèces, etc. Et le développement durable, c'est tout le développement, toutes les actions qui vont me permettre de répondre à des besoins immédiats maintenant, tout de suite, mais qui prennent en compte aussi les besoins des futures générations. C'est-à-dire que ce que je fais maintenant, ça va aider les futures générations plus tard aussi. Et je fais attention aujourd'hui pour le futur. Voilà. Donc après, évidemment, dans tous, il y a différents volets. Et on utilise le mot écologie aujourd'hui pour parler de l'ensemble des actions. C'est un mot qui est devenu un peu générique, ce qu'on va faire aujourd'hui. Moi, c'est comme ça que je l'utilise. L'écologie, c'est le mot générique pour dire à la fois l'étude, à la fois les actions qui vont permettre de protéger l'environnement. Voilà. Alors, à votre avis, combien il y a de thèmes qui existent dans l'éducation au développement durable? Il y en a beaucoup. Alors, dans les programmes, on va distinguer un certain nombre de thèmes particulièrement. Combien? Après, vous pouvez me dire des thèmes qui vous viennent à l'esprit, par exemple. Alors, le tri, le recyclage, c'est un des sous-thèmes dans un gros thème. Qu'est-ce que je vais recycler? Qu'est-ce que je vais trier? Les déchets. Ok, donc les déchets, l'énergie, très bien. La santé. Ça va être dans la santé. Je vais vous les donner quand même, je suis pas vache. Il y a 8 gros thèmes. Et dans ces thèmes, on va avoir forcément plein de sous-thèmes et plein de sujets qui vont se recouper. Donc on va avoir l'alimentation, la biodiversité, l'énergie, l'eau, les déchets, le climat, les solidarités et la santé. C'est les 8 gros thèmes que vous allez retrouver un peu partout, et notamment si vous voulez postuler au label Éco-École, c'est un de ces thèmes-là que vous allez pouvoir choisir et développer dans votre classe ou dans votre école. Voilà. Donc quand je vais parler d'écologie, de développement durable, je vais me reporter avant tout à ces thèmes-là. Faisons un petit quiz ensemble. J'ai 3 petites questions, ne vous inquiétez pas, et vous ne serez pas notés à la fin. Vrai ou faux, je peux parler de la lutte contre la faim dans le monde en éducation au développement durable? Oui, évidemment, ça va rentrer dans l'alimentation, dans les solidarités, par exemple. Donc oui, je vais pouvoir en parler. Donc on voit déjà que l'écologie, c'est très vaste et je peux parler plein de choses. Est-ce que je peux m'associer à des partenaires non gouvernementaux? Par exemple, alors j'ai choisi spécifiquement des associations qui sont un peu polémiques et qui peuvent faire peur, par exemple L214 ou Greenpeace. À votre avis, est-ce que je peux faire appel à ces associations pour intervenir dans ma classe? Oui, en fait, j'ai le droit. J'ai le droit, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'associations qui ont des programmes pour l'éducation. Donc, vous pouvez très bien faire appel à elles.
Et ensuite, voilà, ils vont venir dans votre classe et ils vont développer dans votre classe leur programme. Et ils ont beaucoup d'actions. Voilà. Notamment, l'association L214, elle a un magazine à destination des scolaires que vous pouvez recevoir dans vos écoles. Alors évidemment, on oublie le côté militantisme, etc. On y reviendra un peu plus tard. Mais ces magazines, ils sont très très bien faits. Greenpeace, pareil, a un programme d'éducation qui est plutôt intéressant. Est-ce que je peux parler de l'égalité homme-femme en éducation au développement durable? Ça en fait partie, oui. L'égalité homme-femme va faire partie des thèmes ou des sous-thèmes que je vais retrouver quand je vais parler d'écologie à l'école. Donc comme quoi, je peux parler plein de choses et je peux faire plein de choses dans ma classe sur le thème de l'écologie. Et je voulais juste revenir justement sur l'éducation nationale, il y a quelques années, a sorti ses objectifs 2030 et a parlé des 17 ODD, donc c'est les 17 objectifs de développement durable, il y en a beaucoup. Et quand vous allez travailler, par exemple, dans vos classes sur l'écologie, vous pouvez très bien vous référer à ces objectifs de développement durable qu'on appelle ODD. Et il y en a beaucoup, et il y en a certains, parfois on ne voit pas bien le rapport forcément avec l'écologie. Et en fait, on va se rendre compte que tout se recoupe. Quand je vais parler de la lutte contre la faim, ou quand je vais parler de la justice et de la paix, et mine de rien, tout est lié. Donc, je peux vraiment axer mes actions et ce que je vais faire dans ma classe avec ces ODD-là. Voilà. Ça, vous pouvez le retrouver sur le site de l'Éducation nationale. Vous avez tout ça. Et donc la question, voilà, qui revient beaucoup, c'est qu'est-ce que je fais concrètement avec mes élèves dans ma classe? Comment je fais pour parler d'écologie avec mes élèves? Et donc, quel type de projet je vais pouvoir faire dans ma classe, quel que soit mon niveau, que je sois en cycle 1, en cycle 2 ou en cycle 3, et même plus tard. Alors, je suis désolée, j'ai des images qui ne s'affichent pas ou qui ne s'affichent pas très bien, mais ce n'est pas très grave. D'abord, il faut que je lance mon thème, que je vais choisir, évidemment. Donc, le mieux, c'est de choisir un thème, vous, qui vous plaît, qui vous parle, qui vous inspire. Et ensuite, forcément, on est enseignant, on va parler de notre thème à travers une séquence. En histoire, en géographie, en sciences, en EMC. Je peux très bien me dire, voilà, je vais travailler sur les déchets. On va faire en sciences, qu'est-ce qu'un déchet et le cycle du déchet. Voilà. Tout simplement, je me lance avec une séquence dans ma classe. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est de me lancer avec une lecture offerte. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'albums de jeunesse qui ne sont pas forcément réservés qu'aux petits et aux maternelles. Moi, j'en fais beaucoup, je vous en ai ramené quelques-uns. Il y a beaucoup d'albums de jeunesse du coup, qui existent pour les petits, mais aussi pour les grands, sur le thème de l'écologie. Donc, je le fais en lecture offerte, généralement après suivi d'un débat ou d'une séance de MC. Je lis le livre. On parle ensemble de leurs ressentis, du vocabulaire qui est ressorti. Et ensuite, voilà, on lance le débat. OK, qu'est-ce qu'on a compris? Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire après ça? Maintenant que j'ai compris, par exemple, dans cet album qui est aussi beaucoup destiné aux petits, c'est l'histoire d'une petite fille qui a de longs cheveux, donc qui s'appelle Ma Rivière. Donc, en fait, c'est la personnification de la rivière. Et puis, on va jeter des déchets dans ses cheveux, et puis on va pêcher tous les poissons, et puis il y a des usines qui vont s'installer à côté, donc elle va être polluée. Et puis petit à petit, le village d'à côté va se mobiliser, va nettoyer la rivière, va remettre des poissons et elle va reprendre un petit peu ses couleurs. On discute avec les élèves. Qu'est-ce que vous avez compris? On a une rivière pas très loin de chez nous et la rivière d'à côté, comment est-ce que vous la trouvez? Est-ce qu'elle est propre? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça, pour améliorer la situation dans laquelle on est actuellement? C'est de se dire, nos rivières à côté, c'est vrai qu'elle n'est pas très propre. Qu'est-ce qu'on pourrait organiser? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à vos parents? Qu'est-ce que vous pourriez dire? Et comme ça, on lance un débat. Donc ça peut être, si vous voulez, je peux les faire passer, les albums, si vous voulez les voir. Ça peut vous donner des idées, par exemple. Donc j'en ai pris pour tous les niveaux, cycle 1, cycle 2, cycle 3. Et même Ma Rivière, qui peut être destinée, moi je l'ai lu à ma fille qui à l'époque avait 4 ans, qui a bien adhéré. Je l'ai aussi lu à mes CE2, CM1, qui ont aussi bien adhéré. Donc il n'y a pas vraiment toujours d'âge pour la lecture de jeunesse. On peut aussi lancer un escape game ou un jeu. Le but, c'est de jouer aussi. Par exemple, j'avais reçu ce jeu de BioViva. Je pense que BioViva, vous connaissez sûrement. Ils font plein de jeux sur le thème de l'écologie. Et du coup, ils m'avaient envoyé ça. Et c'est vrai que j'ai trouvé... Alors, pour le coup, celui-là, pour des grands, parce que c'est des questions qu'il faut lire. Et puis les questions, elles sont un peu pointues parfois.
Mais du coup, c'est très sympa aussi de jouer avec ses élèves sur un thème. On sort un jeu en petits groupes, par exemple. Et puis, petit à petit, ils vont apprendre plein de choses. Je vous avoue que certaines questions, même moi, je ne peux pas y répondre. Il faut quand même être vachement calé. Mais ils apprennent au fur et à mesure. La première fois, ils ne savent pas répondre à la question. Puis la deuxième fois, finalement, ils vont s'en souvenir et puis ils vont le ressortir. Ça aussi, je peux le faire passer si vous voulez regarder un peu à l'intérieur le type de questions que vous pouvez avoir. Donc, on peut jouer avec ses élèves. Un escape game, je sais que tout à l'heure, ce matin, Mallory, justement, a présenté comment faire des escape games dans sa classe. Ça peut être un moyen d'entrer dans un projet. Et puis, on peut aussi faire des rencontres. Ça peut être l'occasion de faire rentrer quelqu'un dans sa classe, un parent d'élève, par exemple, un artisan local. Ça peut être même un personnel de l'école qui est sensibilisé. Un membre du périscolaire de la cantine, par exemple, qui va venir pour parler du gaspillage alimentaire dans la cantine. Ça peut être le maire de la commune parce qu'il va installer des bacs de tri dans la rue. Voilà. On peut amener une personne dans la classe, qu'elle présente ses actions, et de là, avec les élèves, commencer à dire, on va faire un projet. Récemment, j'ai eu un apiculteur qui est venu dans l'école, qui a pu présenter son métier, qui a fait avec les élèves la récolte du miel. Et du coup, c'est des choses qui restent et qui leur parlent. Et ensuite, on enchaîne avec les abeilles. Elles sont en voie de disparition. Pourquoi elles sont en voie de disparition? Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour aujourd'hui faire en sorte que ces abeilles, on les aide et on fasse en sorte que leur protection s'améliore en tout cas. Je vous donne très rapidement des exemples de projets que vous pouvez mener sans partenaire dans vos classes. On n'a pas forcément les moyens humains, financiers, de monter des gros projets dans nos classes, mais ça, ce sont des exemples que j'ai faits sans partenaire aucun dans ma classe ces 4 dernières années. Alors je suis désolée, avec le soleil, je vois pas grand-chose. Donc évidemment, le plus simple, le tri des déchets dans sa classe. Je pense que peut-être beaucoup le font déjà. C'est quand même très très simple. Faire un potager ou un jardin pédagogique dans son école, dans sa cour. Juste la végétaliser un petit peu. Aujourd'hui, nos cours de récréation, elles sont très bétonnées. On n'a pas d'arbres, on n'a pas forcément d'herbe. Donc c'est bien aussi de ramener un petit peu de nature. On a fait il y a 4 ans un atelier couture pour coudre des mouchoirs en tissu à partir de tissus recyclés. Donc j'avais demandé tout simplement aux parents d'amener des tissus qui n'utilisaient pas, des vieux t-shirts, des vieux torchons, etc. Et à partir de là, on a cousu des mouchoirs que je voulais pérennes. Évidemment, avec le Covid, les mouchoirs en tissu, on a un petit peu oublié. Mais ça peut marcher aussi, par exemple, pour les chiffonnettes, pour effacer les ardoises. Voilà, on demande aux parents d'aborder des vieux t-shirts, des vieux torchons, et puis on coud un petit carré en tissu qui personnalise un petit peu, et puis ils sont trop contents de les utiliser ensuite en classe. Des ateliers cuisine en classe avec des aliments forcément locaux, de saison, bio quand on peut, c'est pas toujours le cas. La fabrication de tawashi, je ne sais pas si vous connaissez les tawashi, ce sont ces éponges qu'on fait à partir généralement de tissus recyclés. Donc moi j'avais fait ça avec des chaussettes et une maman qui, que je m'intéresse beaucoup à ce sujet-là, m'avait fabriqué et donné les planches en bois avec les clous. Et donc du coup on avait pu faire des ateliers, donc ça je l'avais fait en APC. On avait donc en APC, donc les activités pédagogiques complémentaires. Un atelier zéro déchet où on avait fabriqué les tawashi. On a aussi évidemment ramassé les déchets. Alors là, c'était à l'occasion du 100e jour de l'école. J'ai un élève qui a ramassé 100 déchets et qui a expliqué sa démarche. En disant, j'ai récolté 100 déchets en 40 minutes. Donc, je rappelle que moi, je suis en milieu rural, dans un village. En 40 minutes, 100 déchets, ça reste quand même beaucoup. Il avait un sac poubelle entier. Et donc, il dit que c'est important de ne pas jeter dans la nature, de recycler. Donc, voilà, il y a quand même des choses intéressantes. Ici, c'était en début d'année. Toute l'école est partie dans la forêt qui est juste derrière l'école. Et on a fait une enquête en forêt. C'est très simple. Vous faites un tour dans votre quartier. Vous cherchez les éléments qu'il peut y avoir. Qu'est-ce que je vais voir autour de moi qui appartient à la nature? Ça peut être, maintenant, vous allez chercher, chacun va chercher une feuille de chêne. Si vous avez des chênes, n'importe quel arbre, chacun va chercher maintenant un scarabée. Et donc, du coup, tous les élèves vont partir dans la forêt. Et puis, dès qu'ils ont trouvé l'élément que vous leur avez donné, ils reviennent, ils sont super contents. Vous prenez des photos, on étudie. Voilà. On avait cherché des empreintes, des noms aussi de végétaux qu'ils ne connaissent pas, mais vous leur donnez l'image.
et puis ils vont la retrouver dans la nature, et puis ça va revenir. L'année dernière, avec mes élèves aussi, on a terminé un cycle sur les déchets de 3 ans. Et donc, à la fin de l'année, on va pas très bien, je suis désolée. Ils ont fabriqué une maquette de l'école avec des déchets, sur les déchets. Et c'est l'école, alors là, ils ont représenté la ville. Donc, on a la rivière, on a un pont, enfin, ils ont fait la forêt, etc., avec des déchets. Et ensuite, leur démarche, donc, ils avaient fait une affiche. Et c'était de dire aux parents, à l'exposition de fin d'année, bah voilà, la nature aujourd'hui elle est polluée, il faut qu'on fasse des efforts. Et c'est eux qui ont sensibilisé leurs parents après tout le travail que nous on avait fait en classe pendant les 3 dernières années, parce qu'on a fait un cycle de 3 ans quand même sur les déchets. Donc ils étaient bien au courant, si vous voulez, au bout de 3 ans. Mais du coup, c'est eux ensuite qui ont exposé à leurs parents leur travail, ce qu'ils ont appris. Et moi j'avais eu la question aussi, bah voilà, de la réaction des parents et comment on fait aussi pour que le travail qu'on fait en classe puisse aller jusque dans les familles. Bah, c'est un moyen, on fait rentrer les familles dans l'école et on leur montre aussi ce qu'on a fait en classe. Voilà. Alors, j'avais pas marqué autre chose. Et puis des exemples que l'on peut faire aussi avec des partenaires, parce que tous les partenaires ne sont pas forcément... on peut faire appel à des partenaires de manière aussi gratuite ou bénévole. Et puis parfois, c'est la commune qui me propose de faire venir des partenaires dans la classe. Alors, j'ai avec moi, j'ai la chance, il y a l'ONG HWPL, qui est une ONG qui travaille sur l'éducation à la paix dans le monde, qui est intervenue cette année dans mon école et dans ma classe, et qui a fait une série de sessions sur la biodiversité et l'importance de la biodiversité en lien avec l'éducation à la paix. Donc on a travaillé sur la coopération, sur l'harmonie, pour dire en fait que dans la nature, on est tous, on a cette diversité dans la nature, cette harmonie qu'on va retrouver aussi dans l'espèce humaine. En fait, on est tous différents et pourtant ça ne nous empêcherait pas de vivre en harmonie. Donc voilà, j'ai deux bénévoles qui sont là. Donc voilà, il y a eu 9 sessions, je crois. Donc une partie que j'ai faite en classe toute seule. Et puis elles sont aussi venues jusque dans le sud de la France, depuis Paris, pour faire avec les élèves des interventions. C'était génial. On a aussi eu, je ne sais pas si vous connaissez le programme Moitié à l'école, qui intervient beaucoup sur l'énergie notamment, mais ils ont plein d'autres... programmes et sujets et thèmes. Du coup, j'ai pareil un intervenant qui est venu gratuitement dans mon école parce que ça a été pris en charge par la commune et il y a des accords qui sont faits aussi entre les communes. Et donc, du coup, ils sont venus parler de l'énergie dans la classe. Donc, ils ont fait plein d'ateliers. Là, on le voit, en fait, ils présentent le système de l'énergie solaire aux élèves. Donc on a l'animateur en fait qui a un panneau solaire dans la main pour faire tourner son petit moulin et voilà, faire comprendre aux élèves que il y a d'autres types d'énergie qui ne sont pas fossiles forcément, qui ne sont pas fossiles et qu'on peut très bien utiliser de manière raisonnable et raisonnée. Il est venu aussi une seconde fois cette année pour parler de l'eau et de l'importance en fait de réduire notre consommation d'eau aussi. Et donc il a fait installer dans tous les robinets de l'école des petits mousseurs. Vous savez, on vient l'accrocher à notre robinet et en fait l'écoulement d'eau se fait moins vite. Et donc du coup ça nous permet de consommer moins d'eau. Et c'est impressionnant parce que du coup ils ont fait l'expérience en classe, dans l'école, où ils avaient cette sorte de poche qui nous montrait à la minute près tout le débit d'eau qui sortait avec et sans mousseur. Et du coup, ils ont eu la chance chacun de recevoir un mousseur, puis ils les ont installés à la maison ensuite. Donc le travail qu'on a fait à l'école ensuite est reparti aussi. Alors je vais pouvoir parler de ma petite planète, ils sont juste là en plus. Mais cette année, on a aussi participé 2 fois à l'édition Ma Petite Planète scolaire. Je ne sais pas si vous avez pu aller voir un peu... aller voir leur stand. Mais du coup, c'est une série de défis qu'ils proposent. Donc, chaque élève va pouvoir réaliser un certain nombre de défis qui va lui rapporter un certain nombre de points. Et puis, on va avoir un travail en classe, puis il va y avoir un travail à la maison. Voilà, alors si vous êtes dans un milieu défavorisé, le travail à la maison, il va falloir le porter un peu plus.
Mais du coup, voilà, on avait réparti les élèves en équipes et puis chacun nous envoyait des photos de leurs défis réalisés. Il y a tous les thèmes qui sont représentés, que ce soit les déchets, que ce soit l'alimentation, la biodiversité, le travail en collectif, le travail en individuel. C'est assez complet, c'est très sympa, c'est sur 3 semaines à chaque fois. Et donc, il y a des défis qui vont rapporter plus de points. Et parmi les défis de la première édition, cette année, il y avait faire une banderole devant l'école pour dire que l'école était en transition écologique. Et donc, on a des élèves qui se sont attelés à faire une belle banderole qu'on avait mis devant l'école et ensuite qu'on a gardée dans nos classes pour dire que notre école était en transition écologique et donc nous faisions attention à la planète. Parmi les autres partenaires, vous allez avoir votre mairie. Évidemment, la commune, vous devez travailler avec elle, c'est très important. Et si vous avez un centre de tri local dans votre ville ou pas très loin de votre ville, généralement, ils ont toujours un programme pour les scolaires. Donc, vous les appelez et généralement, ils sont bénévoles. Mais alors, je ne suis pas dans toutes les villes. Moi, je sais que dans mon département, ils interviennent bénévolement dans les écoles. Et donc, voilà, ils font des petits ateliers avec les élèves sur les déchets. Et parfois, vous avez même la visite du centre de tri à faire. Et c'est toujours très intéressant. Vous avez aussi, peut-être que vous connaissez, l'association Zero Waste. Cette association, elle a des antennes un peu partout en France. Et pareil, ils ont des programmes pour les scolaires et ils peuvent intervenir bénévolement dans vos écoles. Alors, principalement sur les déchets, mais il y a tout un tas d'autres sujets que vous pouvez très bien aborder avec vos élèves et votre classe. Et c'est là où ça va être un peu participatif. On va faire un petit exemple ensemble, tous ensemble si vous voulez. On va choisir un thème. Le thème dont on avait prévu dont on avait parlé, il y a 8 thèmes en tout. Et puis, est-ce qu'on peut définir ensemble des activités qu'on peut faire et choisir la toute première activité, celle qui va nous lancer dans notre thème de classe. Donc, est-ce qu'il y a un sujet qui vous intéresse particulièrement, un thème qui vous fait envie de travailler dans vos classes, par exemple? La biodiversité? Est-ce que ça vous intéresse, la biodiversité? Ok. Donc, la biodiversité. Qu'est-ce qu'on peut définir dans biodiversité? Ça vous fait penser à quoi, la biodiversité? L'être vivant, la disparition des espèces, ouais. Le jardinage, donc la nature, etc. L'écosystème, les écosystèmes même, très bien. Ok. L'antispécisme, ouais. Ouais, donc pour que tout le monde puisse entendre, donc l'antispécisme, c'est de considérer en fait que toutes les espèces sont au même niveau et pas de se dire qu'il y a forcément des espèces qui sont plus en danger que d'autres parce que y a des prédateurs et puis il y a ceux qui sont voilà. Donc on peut aussi en parler. Ça peut faire partie notamment du travail sur les animaux en voie de disparition. Ok. Est-ce qu'on peut à partir de la biodiversité réfléchir à des activités par rapport à ce qu'on vient de dire, les animaux en voie de disparition, le jardinage, les écosystèmes? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent en tête, peut-être que vous avez déjà vu quelque part? Très simple. Je n'ai pas besoin de budget. La première chose que je peux faire pour parler de biodiversité, c'est d'aller observer la nature, exactement. Je n'ai pas besoin d'aller bien loin. Je vais dans ma cour de récréation. Et j'aime, voilà, mes élèves, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que vous pouvez me lister toutes les espèces animales et végétales que vous pouvez rencontrer dans la cour? Tout simplement. Peut-être qu'ils ne connaissent pas le nom, c'est pas grave. Mais au moins, on va chercher ensemble. Ok. Dans la cour de récréation, je vois ça. Et puis peut-être que je peux sortir dans le quartier. Peut-être que dans votre quartier, vous avez un parc, un square, une forêt. Et ben on va y aller, puis on va faire la même chose. Et je vais comparer, forcément, d'un endroit à un autre. Les espèces animales, elles n'ont pas le même habitat. Je ne vais pas forcément retrouver les mêmes espèces, que ce soit les végétaux ou les animaux. Donc déjà, ça peut être une première entrée en matière. On parlait tout à l'heure de jardinage. Je peux lancer un projet jardinage dans mon école. Moi, je l'ai fait encore une fois cette année. 0 € de budget. J'ai demandé aux parents d'apporter des boutures, des graines. Voilà, il y en a toujours quelques-uns qui jardinent. Voilà, ça m'a rien coûté et on a pu avoir plein de choses. Des plants de tomates, on a eu plein de plantes aromatiques, on a eu je
Je vais pas retrouver le nom. Tant pis, c'est pas grave. C'est une plante grimpante du lierre. Voilà. J'ai eu beaucoup de lierre. Moi, je suis dans le sud de la France, il n'y a rien qui pousse. Nous, il fait 40 degrés. Donc, il nous faut des plantes vivaces. Donc, on a eu ça. On a eu des cèpes de vigne. Bon, il n'y a pas de raisin qui pousse, mais on en a quand même. Voilà. Donc, on peut aussi monter un jardin. Donc, voilà, sortir de son école. On peut faire du jardinage. On peut faire des rallyes lecture. Alors, je peux le faire dès la maternelle. On fait des lectures offertes. On travaille sur ça. Je peux faire des jeux. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres idées sur la biodiversité ? Je peux fabriquer des hôtels à insectes. Encore une fois, je peux même, dans mon potager, je vais avoir un espace où je vais avoir mes hôtels à insectes. Je peux même fabriquer avec des bouteilles en plastique que je vais recycler. Je vais demander aux élèves de les amener. Et un circuit pour récupérer de l'eau, pour pouvoir arroser mon jardin potager. Je vais juste revenir un petit peu en arrière, puisque c'était le thème du projet avec HWPL. On a fait une balade dans la forêt d'à côté où les élèves ont ramassé plein de feuilles différentes. C'était en automne. Donc ils ont ramassé plein de feuilles différentes au sol. Et on a fait un arbre de la paix. Donc en classe, ensuite, on a mis en commun toutes les feuilles qu'ils avaient récoltées. Et donc on a créé ce tronc où chacun est venu peindre sa main. Et puis ensuite, ils ont collé de manière... alors ils ont voulu faire très bien rangé au début. Puis à la fin, je leur ai dit, mais la nature, elle n'est pas bien rangée. Donc on y va, on colle n'importe comment. Et ils se sont très bien amusés. Avec donc l'ONG, ils ont travaillé la coopération aussi, parce que dans la nature, la biodiversité, tout coopère. Les espèces, entre elles, elles communiquent, elles ont besoin les unes des autres, comme nous, on a besoin les uns des autres. Donc ils ont beaucoup travaillé la coopération. Et ça, c'est resté. On peut travailler sur les animaux en voie de disparition. Voilà. Ils vont travailler en exposé. Toi, tu vas travailler sur les abeilles, puis toi, tu vas travailler sur la loutre européenne, et puis un autre. Puis voilà, on va faire les recherches. Donc chez les plus grands, c'est plus facile forcément. Un ordinateur, des livres documentaires. Et puis on va travailler sur les animaux en voie de disparition. Pourquoi est-ce qu'ils disparaissent ? Et là, on va pouvoir même toucher d'autres sujets de l'écologie, la déforestation, les inondations, l'urbanisation, forcément. Et je peux même renvoyer du coup à des choses plus locales. Dans le sud de la France, dont on est beaucoup touché en ce moment par les incendies. Puis en hiver, on est beaucoup touché par les inondations. Et on fait aussi de la prévention. Comment je réagis quand il y a des inondations et pourquoi il y a des inondations ? La déforestation, c'est ça aussi. C'est que de plus en plus, on est inondé parce que de plus en plus, on est urbanisé. Et donc l'eau ne peut plus passer, il n'y a plus d'écoulement possible. Donc voilà. Donc vous voyez que tout se rejoint. Je peux parler de tout. Et donc voilà. Non, j'en étais pas là. Et donc il nous faut une dernière chose, c'est ma situation de découverte pour lancer mon projet. Soit parmi les activités qu'on vient de citer, soit quelque chose d'autre qui vous viendrait à l'esprit. Il faut que vous vous sentiez à l'aise. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la lecture offerte, ça peut être allez, on va se balader. À la fin de la récréation, on s'assoit 2 minutes, on regarde ce qu'il y a autour de nous. Ça peut être tout ça. Ou ce qui va le plus vous parler. La biodiversité, encore une fois, c'est très vaste. Vous avez vu que chacun, vous avez dit des choses différentes. En quoi, ça vous parle ? Voilà. Je n'ai pas besoin d'être hyper calé sur le thème de la biodiversité pour pouvoir en parler. Je pense qu'on n'est pas tous mathématiciens professionnels et pourtant on enseigne les mathématiques en classe. Je n'ai pas besoin d'être hyper expert sur la biodiversité ou les animaux les espèces animales en voie de disparition pour pouvoir en parler en classe. Et justement, j'avais reçu quelques questions sur les réseaux sociaux. Première question, c'est comment réagissent les parents ? Alors, moi, je suis dans un milieu plutôt favorisé, dans un milieu rural où il y a déjà une connaissance un petit peu. Moi, j'ai des élèves, ils vont à la pêche, il y en a même qui vont à la chasse. Donc la nature, c'est ce qu'il y a autour d'eux. Alors parfois, ils en ont conscience, parfois pas du tout. Quand on va leur dire, c'est quoi cet arbre qui est devant chez toi ? Voilà. Mais donc, généralement, les parents, ils réagissent plutôt bien. Et puis, s'ils réagissent mal, à la limite, j'ai pas de retour de ça. Mais
globalement, ils réagissent plutôt bien parce que c'est jamais négatif de parler de la nature ou de l'écologie. Et c'est d'ailleurs les parents qui m'ont surnommé la maîtresse écolo. Ça vient de là, en fait. En milieu défavorisé, comment ça se passe? Alors moi, je travaillais vraiment un tout petit peu en REP. Je ne suis pas la mieux placée pour en parler. Je sais que c'est compliqué en milieu défavorisé parce que ça ne leur parle pas. Pas du tout. Déjà, la nature, il faut la voir autour de soi pour pouvoir un petit peu l'observer, la comprendre. En ville, dans les quartiers défavorisés, la nature, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est parfois un peu compliqué. Il faut les faire sortir, en fait. Il faut les faire sortir de l'école. Parfois, il faut les faire sortir de leur quartier. Parce que bien souvent, dans leur quartier, ils n'en sortent pas. Ils y vivent, ils y mangent, ils y dorment, ils y vont à l'école. Voilà. Plus vous allez sortir, peut-être plus vous allez pouvoir éveiller les consciences. J'ai aussi eu la question comment gérer l'éco-anxiété des élèves. C'est un terme qu'on entend beaucoup en ce moment dans le milieu de l'écologie, c'est le terme éco-anxiété. Je vous avoue que je n'ai pas d'élèves qui sont particulièrement anxieux. Ils sont très très virulents des fois. Quand on va parler d'animaux en voie de disparition, par exemple, quand on va parler de déforestation, les solutions, c'est toujours il faut mettre en prison ceux qui coupent les arbres. Voilà. Oui, mais ils ne sont pas anxieux, je pense, par leur jeune âge, sur leur avenir, en fait. Ils ne s'y posent pas la question. Puis c'est surtout pas à moi de leur parler, de leur dire vous avez vu, la planète, bientôt, c'est fini, quoi. C'est pas du tout le but. Ça revient du coup à est-ce que je dois être écolo pour parler d'écologie en classe? J'ai envie de dire pas forcément. En tout cas, ça rejoint la question d'après, comment ne pas tomber dans le militantisme. On n'est pas là pour faire du prosélytisme. On ne doit pas convaincre les enfants. On doit juste les sensibiliser. Les programmes, c'est bien ça. C'est je dois sensibiliser les élèves au développement durable. Donc à aucun moment, je leur dis vous devez faire comme ça et ça doit être comme ça toute votre vie. Parce que sinon, la planète, elle est en danger. Non. On va en parler ensemble. Et vous, vos solutions, c'est quoi? Et toujours, je vais partir des élèves et de leurs solutions. Moi, je leur apporte rien. Les solutions, ils les connaissent déjà. On en parle assez de l'écologie. C'est assez angoissant comme ça, puis c'est assez négatif comme ça. On va être un peu positif, puis on va se dire qu'il y a des solutions et qu'on peut les trouver ensemble et que c'est ensemble, collectivement, qu'on va pouvoir changer les choses. Donc le militantisme, on n'y est jamais. Et jamais, je vais avoir en face de moi des parents ou des élèves qui vont penser que je suis en train de militer pour une cause. Ce n'est pas le cas. Je sensibilise, j'initie, on discute ensemble, on débat. Et après, chacun va retenir ce qu'il a envie de retenir et va mettre en place chez lui ce qu'il veut. J'ai des parents qui étaient pas du tout en train de trier ou quoi, qui me disent on s'est mis à trier, ça y est, parce qu'à la maison, il a fallu mettre les 3 poubelles. Certains ne me disent rien du tout. Je sais qu'il y en a certains, ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Mais ça ne veut pas dire que dans 10 ans, ils ne vont pas y repenser en disant ah mais si, mais j'en avais parlé quand j'étais plus jeune. Et déjà à l'époque, on disait ça. Déjà à l'époque, voilà. Et c'est souvent, quand on parle de milieu défavorisé, les parents, ils ne veulent pas, ils sont très réfractaires, ça ne les intéresse pas. Vous n'allez pas forcément avoir de retour. Par contre, ça ne veut pas dire que les enfants, plus tard, vont avoir le même comportement que leurs parents. On me disait que dans les milieux défavorisés, on jetait les déchets par les fenêtres, puis on ne les ramassait pas après. Ce que font les parents, ce n'est pas forcément ce que vont faire les enfants plus tard. D'où notre intérêt à nous, en tant qu'enseignants, je pense, c'est de former des citoyens éclairés, de dire, voilà, oui, on peut très bien jeter les déchets par les fenêtres, mais est-ce que ce ne serait pas mieux, quand même, pour nous avant tout, de vivre dans un milieu qui est propre, qui est sain et qui est plutôt agréable? Et petit à petit, peut-être que ça va mettre 6 mois, 1 an, 2 ans, peut-être que ça va mettre 10 ans, mais peut-être que dans 10 ans, le quartier il sera déjà un peu plus propre et on sera revenu. Voilà. C'est la dernière chose que je voulais dire, c'est Rome ne s'est pas construite en un jour. Donc si vous voulez vous lancer dans un projet de classe écolo, dites-vous bien que ce n'est pas en 1 an que vous allez forcément y arriver. Moi, ça fait 4 ans que je travaille sur ce thème-là de manière générale. Je ne suis pas une experte et je ne suis pas 100% satisfaite de ce que je fais en classe forcément, mais petit à petit, chaque année, on apporte notre pierre à l'édifice et on y arrive. Vous ne ferez jamais en 1 an le travail que certains ont fait en 20 ans. Ce n'est pas possible. C'est valable aussi pour l'écologie du coup. Petit pas par petit pas et surtout ce qui vous plaît, vous intéresse, n'allez pas faire des actions à l'école que vous ne ferez jamais chez vous. Ça n'a pas de sens. Mais petit à petit, voilà, vous
Vous triez à la maison, on va commencer à trier en classe. On utilise moins de déchets à la maison, on va commencer à réfléchir à utiliser moins de déchets en classe. Et comment j'amène mes élèves dans mon projet? En mettant en place plein d'activités qui vont les rendre acteurs de ces projets-là. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez des questions, si j'ai pu répondre aux questions que vous vous posiez éventuellement, s'il y en a d'autres. Oui. C'est ça. Alors, en art plastique, c'est vrai qu'on peut tenir tous les discours écologistes que l'on veut si déjà notre démarche à nous personnelle dans notre classe, elle n'est pas un minimum en accord avec ce qu'on dit aux élèves, c'est compliqué d'être crédible. C'est-à-dire que dans ma classe, si je commence à parler du tri des déchets ou de réduction des déchets, mais que, allez, on déballe tout le plastique et on balance à la poubelle, tout. Non, il faut être un minimum forcément logique. Moi, dans ma classe, on a effectivement ce projet de réduction des déchets. Donc, on n'a plus de feutre plastique en classe, on n'a que du matériel durable. On essaye petit à petit, hein, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Mais oui, forcément, en art plastique, par exemple, tu me dis que on colle du papier sur du papier et puis il y a beaucoup de contenants qui sont en plastique, hein, la peinture, etc. Quelles sont les solutions par rapport à ça? Nous, on met en commun tout le matériel d'art plastique. J'ai que 2 classes, hein, donc ça va vite de mettre en commun. Mais dans une grosse école, on peut très bien dire, le cycle 3, met tout en commun le matériel d'art plastique. Déjà, je réduis les déchets, j'utilise que ce que j'ai besoin d'utiliser et je commence à être dans une démarche plus durable pour ma classe. Et c'est logique auprès des élèves de dire, je vais vous demander de réduire vos déchets, mais je le fais déjà moi aussi et on va le faire ensemble. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Après, tu peux très bien travailler comme moi j'ai fait avec mes élèves sur la maquette sur les déchets. On l'a travaillé avec des déchets, sur le thème des déchets. Qu'est-ce que je peux faire? Vous ramenez vos déchets ou je vais utiliser les déchets qui sont déjà dans la classe et puis on va en faire quelque chose. Il y a beaucoup d'artistes qui le font, par exemple. Donc, je peux partir du travail des artistes en disant des artistes qui utilisent que des déchets pour faire leurs œuvres d'art. On va faire la même chose. Ou bien, sens inverse, on va faire des œuvres d'art à partir de déchets et vous allez voir ensuite qu'il y a des artistes qui ont fait la même chose que vous. Voilà. Pour les fournitures scolaires, comment je fais dans ma classe? Alors moi, j'achète tout. J'ai la chance d'avoir un budget confortable. Je peux me permettre de le faire. Donc généralement, je demande juste aux élèves d'acheter une trousse dans laquelle ils vont mettre leur stylo bleu. Cette année, je vais avoir un fonctionnement à la rentrée un peu différent où tout sera collectif. Donc j'ai beaucoup de choses en collectif. Les colles, elles sont rechargeables, elles sont collectives. On n'a pas de stylo d'ardoise. Donc comme je disais, on a des crayons Woody, Stabilo. Voilà, c'est la révolution. Hein. Après, de quoi tu as besoin dans ta classe à part d'un stylo? Voilà, ce sera collectif. Crayon, gomme, voilà, collectif. Il n'y a pas grand-chose en fait. C'est surtout notre confort personnel qui fait que les élèves ont des fournitures individuelles. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir toujours... alors, je vais sortir le pot des stylos et chacun va prendre un stylo, etc. C'est une autre organisation que tu vas avoir dans ta classe. Moi, j'achète tout et je ne demande pas grand-chose aux élèves après, mais tout dépend du budget. Après, ce qui m'est arrivé aussi, c'est d'établir la liste des fournitures scolaires que je donne aux parents et de dire ça, ce sera pour le matériel collectif. Donc les parents sont prévenus, vous n'allez pas le récupérer à la fin de l'année. Par contre, ça va pouvoir être utilisé toute l'année et on va réduire les déchets parce qu'au lieu d'acheter 10 stylos dans l'année qu'ils vont tous perdre, ils vont rester en classe, on va en acheter un et c'est tout. Et après, ils n'achètent pas la règle, ils n'achètent pas les équerres, ils n'achètent pas les compas, ils n'achètent pas les ciseaux, ils achètent... Et je les réutilise d'une année sur l'autre. La première année, vous faites ça, vous allez exploser votre budget, clairement. Il faut le faire petit à petit. La première année, je vais investir dans les stylos. La deuxième année, je vais investir. Et puis, je vais récupérer tout ce qu'il y a déjà dans les... Vous arrivez rarement dans une classe où il n'y a rien. Toujours des choses qui restent. Petit à petit, je vais remplacer le matériel qui est abîmé, que je ne peux pas réutiliser, et ainsi de suite.
Ah oui, les labels. Alors il y a deux labels. Il y a un label qui est indépendant de l'éducation nationale, mais qui est reconnu par l'éducation nationale, c'est le label Éco-École. Et il y a le deuxième qui est donné, lui, par contre, par l'éducation nationale, c'est le label E3D, donc École en développement durable. Il n'y a pas de grande différence entre les deux, sinon par qui il est attribué. Et en gros, c'est juste à candidater si vous êtes directeur d'école ou si vous avez le contact de votre directeur d'école. Au cours de l'année, il va recevoir un email pour proposer en fait de candidater. Vous remplissez un dossier sur un thème, donc vous allez devoir choisir un thème parmi les 8 dont on a parlé, faire une série d'actions dans la classe, créer des réunions avec toutes les personnes qui vont être engagées dans votre démarche, les collègues, mais aussi la mairie, les parents, puis pourquoi pas le périscolaire, et puis des associations. Et ensuite, une fois que vous avez monté votre dossier avec plein d'actions tout au long de l'année, vous postulez, et il y a des jurys qui vont qui vont attribuer en fait le label. Ça paraît hyper compliqué et ça peut être très chronophage. Par contre, à la fin de l'année, quand vous apprenez que vous êtes labellisé, vous vous dites, bah voilà, c'est l'accomplissement de tout ça. Ça dépend du label. Le label E3D, on l'obtient pour 3 ans. Le label Éco-École, on l'obtient pour 1 an et c'est renouvelable. Donc chaque année, tu peux soit changer de... Voilà, tu peux du coup postuler plusieurs fois. Et généralement, ils te donnent toujours des conseils quand ils te labellisent ou même quand ils te labellisent pas, c'est compliqué à dire. Où en fait, ils vont te dire bah voilà, sur quel axe tu dois t'améliorer, tu dois travailler. Et ça te permet du coup d'améliorer ton dossier d'année en année. Moi, cette année, j'ai pas repostulé parce que c'est beaucoup de travail, mais ça va être fait du coup l'année prochaine, je pense, sur le thème de la biodiversité. Voilà. Ouais, on va s'arrêter là. Voilà, bah merci. Si vous avez des questions, je peux y répondre en aparté si besoin.